revendication des 200 euros net, mais il y avait aussi d'autres éléments dans cet accord, notamment des éléments d'une ouverture de négociation sur les salaires pour d'autres catégories de salariés ayant une rémunération beaucoup plus élevée. On a pratiquement oublié cela. Et hier soir d'ailleurs, en lisant à nouveau cet accord, il y avait une idée extrêmement intéressante, une obligation, enfin en tout cas un engagement pris par les partis pour ouvrir des négociations de branche au niveau régional, ce qui traditionnellement, donc dans la rhétorique française, est relativement original, puisque la négociation collective en France a lieu toujours au niveau national, et nous, généralement, quand je dis nous, les organisations guadeloupéennes n'y participent pas beaucoup. Alors il y avait dans cet accord deux points qui étaient extrêmement importants. C'était le point concernant le préambule de cet accord. Ce préambule, c'est une espèce d'introduction générale sous forme de bilan, d'analyse, de diagnostic de la situation économique. Et ce qui avait particulièrement choqué le MEDEF, c'était l'idée qu'il y avait une économie de plantation avec toutes les conséquences que cela entraînait. Et puis surtout, l'autre aspect, c'était l'aspect dit, la clause de convertibilité. C'est-à-dire, c'était le fait que, après 3 ans d'existence, 3 ans qui se sont terminés au mois de mars 2012, après 3 ans d'existence, c'était l'obligation pour les entreprises d'intégrer complètement cet accord, cette augmentation de 200 euros net dans la fiche des salaires, donc des salariés, de telle manière que ça soit quelque chose de relativement durable, donc pour l'avenir. C'était donc les deux points importants, et c'est actuellement le point qui semble poser problème, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre ont voulu engager une interprétation donc, de cet accord pour qu'on sache si véritablement c'est à compter du 1er mars ou c'est à compter du 1er janvier 2013 qu'il faudrait appliquer ces dispositions. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, les choses sont claires. Une convention collective, c'est un accord de droit privé entre les parties, et les parties sont obligées d'appliquer toutes les règles qui existent dans ce domaine. Et en ce qui concerne la clause de convertibilité, il n'y avait pas d'ambiguïté particulière. Alors, je posais au travers précisément de ce texte une question. Est-ce que l'État français, quand je dis l'État français, je dis l'ensemble des contribuables, est-ce qu'ils allaient adopter le principe d'aider les entreprises à payer ces 200 euros nets, ou est-ce qu'on laissait les entreprises se démerder pour pouvoir le faire, ce qui posait un problème de politique économique? Est-ce qu'on allait mettre de l'argent public, ou est-ce qu'on permettait simplement au consommateur final donc, de payer la chose? Donc c'était une question, mais qui n'avait pas été débattue ni signée au sein précisément de cet accord. Donc ça c'est le premier accord. Deuxième accord, comme cela se fait traditionnellement quand il y a des accords interprofessionnels, des syndicats ont demandé qu'ils soient étendus. Qu'est-ce que ça veut dire, étendu? Cela veut dire que le gouvernement prend une décision qui consiste à ce que le contenu de l'accord, ses dispositions les plus importantes, soient applicables à tout le monde. C'est-à-dire soit applicable aux salariés pour lesquels les organisations syndicales d'employeurs n'auraient pas signé. Ils ne se seraient pas engagés dans cette affaire. Donc ça fait partie du pouvoir souverain de l'État que de pouvoir faire cela. Mais là où la difficulté est née, c'est quand le gouvernement, dans sa procédure d'extension, a décidé d'exclure de cet accord deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, l'introduction, pas trop grave en ce qui concerne les effets, mais surtout la clause de convertibilité. C'est-à-dire que le gouvernement disait que cette clause ne s'appliquant pas, cela veut dire que les salariés qui n'étaient pas pris en charge complètement et directement par l'accord Binot devraient, à
compter du 1er janvier 2013, ces salariés, en principe, ne devraient plus obtenir les 200 euros net. Le gouvernement, d'ailleurs, a fait prendre par le Parlement une décision au cours de la loi de finances pour 2012, dans laquelle il disait que son aide, qui devrait se terminer en mars 2012, était donc renouvelée jusqu'à décembre 2012, et à partir de là, quand cette affaire serait close en décembre 2012, plus question donc d'aider les entreprises à faire quoi que ce soit. Alors c'est cette différence qui pose problème actuellement, parce que nous nous retrouvons avec deux catégories de salariés. Des salariés qui automatiquement vont recevoir la prime prévue donc par la convention collective, applicable à toutes les entreprises qui l'ont signée, et d'autre part, les salariés qui en sont exclus, qui pourraient être exclus au 31 décembre 2012, s'il n'y a pas donc de décision qui ait été prise par le gouvernement dans ce domaine. La décision qui aurait dû être prise si l'on voulait pérenniser ce dispositif, c'est une décision de type légal, c'est-à-dire que le Parlement devrait voter. Alors, ça pose effectivement une question juridique importante, puisqu'on se retrouve avec deux catégories de salariés qui ont des salaires différents, en dépit du fait qu'il existe un principe général d'égalité entre les rémunérations, à la condition que les activités soient des activités identiques. Et ça crée toute une série de difficultés, toute une série d'incompréhensions qui sont extrêmement graves et qui viennent bousculer un peu des relations sociales qui ne sont pas déjà très solides et qui font qu'aujourd'hui, au lieu de se consacrer peut-être à l'essentiel, je pense à la croissance économique, au développement, on se retrouve avec des entreprises dans lesquelles les gens se chamaillent, s'opposent, ont des interprétations fondamentalement différentes, et ça pose un certain nombre de problèmes. Alors c'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnes ont pensé, bon, s'il y a autant de difficultés, s'il y a des ambiguïtés, s'il y a des incompréhensions, réunissons la commission paritaire prévue par les textes, puisque chaque fois qu'il y a une convention collective, la loi impose qu'il y ait une commission paritaire d'interprétation. Réunissons cette commission pour qu'elle puisse se dire quel est le droit. Bien entendu, pour qu'une commission se réunisse, ce n'est pas monsieur le préfet qui va le décider, ce ne sont pas les organisations patronales qui n'ont pas participé. Seuls les membres de cette commission, 10 représentants des syndicats et 10 représentants des patrons qui ont signé la convention collective, ont la possibilité de le faire. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop bien si ils veulent le faire ou pas. Les syndicats, en tout cas, dans une déclaration solennelle, ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à ce que cette commission puisse continuer à fonctionner, puisqu'elle a déjà été réunie, elle s'est déjà réunie à 2 reprises, selon les déclarations syndicales, donc il suffit de le faire pour que ça puisse continuer. Les organisations syndicales, d'ailleurs, demandent simultanément que le directeur du travail puisse y participer, puisque c'est lui qui a la préoccupation et les attributions concernant cette affaire au sein de l'organisation administrative et politique française. Deuxièmement, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Cela veut dire qu'il y a des règles, il y a aussi des tribunaux. On aurait pu imaginer que ceux qui estiment que les dispositions ne sont pas claires puissent s'adresser effectivement aux tribunaux pour qu'ils puissent interpréter donc cette convention collective, ce qui est tout à fait possible actuellement. Parce qu'il y a effectivement toute une série de possibilités qui sont offertes aux parties pour que les juges puissent apprécier et déterminer ce qu'il faut faire dans ce domaine. Alors nous en sommes là actuellement. Les réflexions, comme traditionnellement dans notre pays, sont vives, elles sont parfois excessives, parfois rationnelles. En tout cas, l'opinion regarde avec beaucoup de circonspection ce qui se passe, d'autant plus qu'elle a l'impression que simultanément, on utilise un peu la situation pour faire un peu de démagogie, puisqu'on est dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc, il y a toute une série de problèmes qui se posent. Alors,
la troisième question que je voudrais poser, après avoir exposé un peu ce qui existe actuellement, ce qui concerne ces accords, entre guillemets, après avoir essayé de voir quels sont les enjeux qui existent dans ce domaine, la troisième question, c'est la position de la CTU, sur la CTU dans la matière. Et cette position-là, bien entendu, je l'expose et elle va donner lieu à discussion, puisque c'est une position que nous avons prise, mais nous sommes des gens intelligents, conscients, et nous sommes tout à fait prêts, précisément, à évoluer si nous considérons que notre point de vue n'est pas le bon point de vue en la matière. Alors, pour nous, il y a une règle, qui est une règle fondamentale. On ne peut pas imposer qu'il puisse y avoir une inégalité dans la distribution des salaires. C'est nos valeurs de solidarité, nos valeurs d'égalité qui font que nous estimons qu'à travail égal, il faut des salaires qui sont des salaires égaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous pensons que ce n'est pas tellement la convention collective en tant que telle, dans ce qui concerne cet aspect qui pose problème, c'est plus l'extension de la convention collective qui nous paraît une extension illégale. D'ailleurs, avant que nous tombions un peu en sommeil, puisque nous sommes une organisation qui repart, nous avions les seuls d'ailleurs engagé une action auprès du Bureau international du travail parce que nous avons considéré que l'extension, elle était contraire au droit international et en particulier à une convention, je crois que c'est la convention 98, sur la liberté de négociation. C'est-à-dire sur cette idée qu'il faut respecter le point de vue de ceux qui ont négocié, en l'occurrence les acteurs sociaux, et qu'il n'était pas de l'attribution du gouvernement d'exclure un certain nombre de travailleurs de l'application de ces dispositions. C'est la raison pour laquelle, disons, il faut abroger cet arrêté d'extension, ce qui est toujours possible, parce que cet arrêté nous paraît illégal. Et il est illégal en particulier quand on analyse ce que le gouvernement a évoqué comme argument pour mettre de côté tout ce qui concerne la convertibilité. L'argument du gouvernement était de dire nous ne pouvons pas étendre un dispositif parce que nous ne savons pas, parce que c'est contraire selon lui à la loi, et parce que nous ne pouvons pas préjuger 3 ans à l'avance quelle allait être la situation économique et sociale des entreprises et de la Guadeloupe en général, c'est-à-dire est-ce que la Guadeloupe était capable avec ses entreprises donc de pouvoir financer cette extension. Je suis désolé, juridiquement parlant, le gouvernement aurait pu aussi refuser d'appliquer, refuser de valider l'accord Binot en avançant le même argument, ce qu'il n'a pas fait. Donc on a l'impression qu'il y a 2 poids et 2 mesures et que probablement l'extension obéit à d'autres préoccupations qui, selon moi en tout cas, semblent être des préoccupations politiques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de peur dans un système qui est un système hyper centralisé, homogène. Il y a une espèce de peur de voir que des acteurs sociaux d'une région bien particulière, donc il y a quand même une originalité forte, que des acteurs sociaux puissent comme ça décider de faire une réglementation parce que c'est de la réglementation qui est faite. Et en France, on estime que la réglementation elle vient du centre du Parlement, elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir d'acteurs sociaux qui sont des acteurs sociaux dans une région. Je crois que c'est ça, probablement, qui est l'élément le plus important. C'est pourquoi nous disons il faut abroger cet arrêté d'extension de telle manière que, et le reprendre en faisant une application stricte de toutes les dispositions de la Convention collective. Le deuxième élément, c'est que nous disons, nous sommes même prêts éventuellement à utiliser les tribunaux, précisément pour le faire, par le biais de ce qu'on appelle la question préalable de constitutionnalité. Et là, on a aujourd'hui un mécanisme assez intéressant qui permet effectivement à n'importe qui est engagé dans une action de justice à titre personnel, pour la défense de ses intérêts personnels, donc de pouvoir demander au préalable que l'on
faire. En tout cas, ce sera mon dernier mot dans ce domaine. Il faut que tout le monde se mobilise pour que les principes qui sont les nôtres, de solidarité, de négociation, d'honnêteté dans la négociation, puissent triompher de telle manière qu'on puisse sortir d'une manière beaucoup plus sérieuse de cet accord Bordeaux et que, incontestablement, qu'on puisse demander aux contribuables et au travers des contribuables à l'État de pouvoir aider ces entreprises à pouvoir le financer. On le fait pour d'autres catégories de salariés et il n'y a pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour cette catégorie particulière de salariés. Voilà, je l'ai donc terminé, je vous remercie et la question est posée, le débat est ouvert concernant précisément cette affaire. Je te remercie Jean-Paul. Je vais me répéter, s'il vous plaît. Est-ce possible de mettre votre portable sur vibreur? Ne pas l'éteindre, mais sur vibreur.